Étrange secte aujourd'hui en direct d'Yverdon pour ce rendez-vous de Zigzag Expo. Le vendredi, vous le savez, ce sont les Robinsons du vendredi. Et les Robinsons du vendredi aujourd'hui à Yverdon, ils ne sont pas dans le Nord vaudois, mais franchement dans le Grand Nord vaudois, car il fait particulièrement froid. Et c'est sans doute la raison pour laquelle ces braves gens tapent dans les mains. Froid, c'est ça ? C'est pour le froid, bien sûr, mais c'est surtout pour se réchauffer, parce que ça fait partie de l'échauffement qu'on fait régulièrement au théâtre. Lorsqu'on va commencer un spectacle, on se réunit tous ensemble en rond et on joue à se surprendre, on joue à être ensemble. On essaie dès le départ de s'échauffer de telle manière qu'on soit vraiment attentif à tout ce que chacun de nous va faire pour pouvoir y réagir, pour pouvoir jouer avec. On en profite pour faire les présentations. Pierre Nicole, comédien, metteur en scène, directeur et propriétaire de théâtre, d'un théâtre qui se trouve à l'autre bout de la France. Mais ce soir, vous êtes en première à Genève. Exactement, ce soir nous commençons au théâtre Pitoef à Genève et c'est le spectacle que nous avons travaillé pendant tout l'été en corde sur ciel dans notre théâtre à Colette et à moi. Ouais. Oui. Et je jurerais quasiment que ce soir, le rideau va s'ouvrir comme ceci. Oui, un rideau qu'on a rarement vu s'ouvrir ainsi. On aura droit tout à l'heure à une séquence au ralenti parce que c'est particulièrement impressionnant. C'est donc une invention de votre théâtre. Et ça se trouve où donc ce théâtre ? Ce théâtre se trouve donc à Cordes-sur-Ciel, c'est-à-dire dans le sud-ouest de la France, près d'Albi, à côté d'Albi. Un lieu absolument magnifique que nous avons découvert il y a quelques années et où nous avons décidé de construire ce théâtre. Alors je vous propose tout simplement que nous nous y rendions. C'est un miracle, c'est un cadeau du ciel, c'est grâce à mon épouse, c'est quelque chose, c'est un rêve absolument auquel j'aurais jamais pu penser quand j'étais jeune. J'ai jamais pu imaginer, même beaucoup plus tard, j'ai jamais pu imaginer qu'un jour je serais propriétaire d'un lieu et que je pourrais le programmer comme bon me semble, selon mes goûts, et puis que je pourrais y présenter les spectacles, les pièces qui me tiennent le plus à cœur. Préparer saison après saison, mais aussi, auparavant, avoir conçu le théâtre, le bâtiment. Oui, ça évidemment, c'était une chance exceptionnelle. Cette maison était donc mitoyenne de notre résidence secondaire où on venait passer nos vacances depuis une douzaine d'années. Quand cette bâtisse a été à vendre, c'était une ancienne tannerie et l'architecte avec lequel j'étais devenu très ami et qui était mon voisin a participé avec moi à l'élaboration de ce projet avec Colette aussi. On y a travaillé pendant une année entière sur des plans, à essayer de concevoir la chose le mieux possible pour que ce soit le plus convivial et le plus utilitaire, c'est-à-dire que techniquement ce soit un outil parfait et que en même temps le public s'y sente bien et que les artistes s'y sentent bien, les artistes qui peuvent ici être à résidence, venir s'installer, oublier leur vie quotidienne pour se concentrer sur une création théâtrale. Je voudrais bien pouvoir baiser ces petits mots-là et les cueillir sur votre bouche avec la mienne. Mais le précise sur notre mariage. Et mon père ne m'avait pas encore permis de vous répondre. Je viens de lui parler. Et j'ai son aveu pour vous dire que vous pouvez lui demander ma main quand vous voudrez. Oui, ben voilà, c'est le début de... Vous avez reconnu, c'est du Marivaux, hein, le jeu de l'amour et du hasard. On y reviendra tout à l'heure. J'aimerais auparavant qu'on reste à Cordes et qu'on reste dans cette histoire de théâtre, d'avènement du théâtre. Pendant que nous démarrons, nous quittons maintenant la Thielle pour gagner le grand large à Yverdon. Et je disais tout à l'heure qu'il faisait froid, c'est vrai, mais le soleil vient d'apparaître comme l'avait promis le capitaine Dazon. Il sait tout, cet homme-là. Et vraiment, je me demande parfois s'il ne faudrait pas l'échanger avec Philippe Jeanneret, mais ça c'est une autre affaire. On en parlera une autre fois. Oui, alors Pierre Nicole, on a déjà fait un petit peu votre connaissance, mais ce qu'on peut dire c'est que il y a encore quelques années, vous ne vous imaginiez pas directeur et surtout propriétaire de théâtre. Pas le mois du monde, ouais. C'est vraiment avec une émotion très forte en regardant ces images que je me réalise une fois de plus que j'ai eu cette chance exceptionnelle, grâce à Colette, de pouvoir effectivement construire, concevoir, construire et ensuite faire fonctionner un théâtre, quoi.
Le théâtre a été ma vie depuis tout jeune. J'ai eu envie de faire que de ça. Et pouvoir avoir ce bâtiment à soi et pouvoir y jouer, y faire ce qu'on a envie de faire, c'est bouleversant, quoi. Alors Delphine Lanza, bonjour. Bonjour. Je salue aussi Noisette. Je sais Elle pas se si- planque. Noisette, c'est votre chienne préférée. Elle Ouais. ne vous quitte En fait, c'est la jamais. seule, donc. Oui. Oui. Bon, disons que vous êtes aussi la comédienne préférée. Ça vous va? Demoisette, oui. De Noisette, oui, très bien. Bienvenue à bord du bateau Idée Suisse. Ça va pour l'instant? Le voyage n'est pas trop dans le... Non, c'est Non. parfait. Dites-moi, vous êtes comédienne, on vous retrouvera au fil des scènes dans Marivaux. Il est comment comme directeur de théâtre, cet homme-là? D'abord, c'est quelqu'un de... Non, mais c'est difficile de Allez, parler allez, de allez, lui, il là. n'est pas là, il n'est pas là. C'est quelqu'un de vraiment humainement très agréable, donc c'était vraiment un très bon moment, parce qu'il s'est passé des choses assez... C'est une belle personne, disons. Alors vous êtes d'une certaine manière, enfin vous un peu moins que les autres puisque vous êtes comédienne française, mais les autres qui sont là pour la plupart suisses sont partis un peu en exil pour cette Occitanie, pour ce pays aussi, Qatar. Vous aussi d'une certaine manière. J'habite à 20 minutes de Genève. D'accord. Bon alors, disons que l'exil c'est exil moins 20. Moi, 20. D'accord. Ça s'est bien passé. Vous trouvez drôle, intéressant d'aller faire votre métier ailleurs, chez lui mais ailleurs? C'est assez difficile, hein. Ouais. Surtout de se retrouver dans un espace clos, c'est assez difficile, loin de ses amis, de sa famille. Mais bon, ouais, c'était intéressant, c'était très intéressant. Vous, Vincent, d'après ce que j'ai vu, Vincent Coppet, vous êtes également comédien, bonjour. Et j'ai eu l'impression que du côté de Cordes, vous ne vous ennuyez pas beaucoup, ni sur scène, ni ailleurs. C'est vrai. c'est vrai. Mais pourquoi cette impression? Je sais pas, le peu que j'en ai vu. Oui, c'est vrai. C'est un endroit magnifique. Et puis, oui, non, c'était très bien. Et puis, il y a eu plein de rituels qui se sont faits entre nous, des choses assez bizarres. Et c'est vrai, qui nous occupaient. Et non, je ne me suis pas ennuyé. À vos côtés, Colette Nicole, à qui Pierre rendait hommage tout à l'heure, disant que sans elle, ce projet n'aurait pas vu le jour, ou en tout cas pas comme ça. Pour vous aussi, même si vous êtes moins directement lié au théâtre, ça a été la grande aventure? Une très grande aventure, une très grande aventure. Et Pierre dit que c'est grâce à moi que ce théâtre existe. Je rends hommage à mon père qui m'a permis de réaliser ce rêve. Comment? Bien simplement parce qu'il a eu le mauvais goût de décéder en me laissant avec bon goût et gentillesse suffisamment de sous. Et Donc ça a c'est un permis théâtre la héritage. construction. C'est un théâtre héritage, oui, c'est un théâtre construction pour l'avenir, un théâtre de générosité, je dirais, parce que Ouais. mon père était quelqu'un de très généreux. Et voilà, donc merci papa. Et vous pensez qu'il serait fier de cet héritage-là? Je pense qu'il serait très fier de ce qu'on en a fait, oui, et de son gendre. Et du lieu d'implantation? Aussi, oui, il aimait la campagne, il aimait les vignobles, son père en avait, donc il serait très bien là-bas. Alors, vous y êtes arrivé il y a une dizaine d'années, vous le disiez, d'abord dans une petite résidence secondaire. C'est à peu près à la même période qu'un de vos voisins, Jean-Gabriel Jonin, qui est un artiste peintre, qui est aussi élu au conseil municipal de Cordes sur Ciel. Il y est arrivé. Il est aujourd'hui, comme vous, d'une certaine manière, complètement cordais, mais il raconte bien cette approche d'une ville qui aujourd'hui est une ville d'artistes. Depuis les années 50, cette cité a attiré des artistes et des artisans d'art. Et aujourd'hui, on est quand même une cinquantaine à vivre ici de notre métier. Pour une cité de 1000 habitants, 50 artistes artisans d'art, c'est une belle proportion, je crois. Quand je suis arrivé, je venais d'Albi. Et on m'avait dit, tu verras, c'est une cité sur le sommet d'une colline, une cité du XIIIe siècle. Et moi, j'attendais de voir surgir devant moi une hauteur avec une cité. Et tout au long de la route, rien. Et ce n'est qu'à 1 kilomètre de Cordes qu'on voit surgir entre les flancs de deux collines cette cité
qui ressemble vraiment à un amoncellement de maisons qui monte sur le ciel. Et j'ai tout de suite je me suis dit, l'homme a voulu ici montrer son besoin de lumière, son besoin de s'élever. Oui, s'élever vers le ciel, et ce n'est pas tout à fait par hasard que Cordes s'est appelé depuis quelques dizaines d'années Cordes sur ciel. Il y a toute une histoire, l'histoire des Cathares, de la sécession cathare, si on peut en parler ainsi, cette espèce de première guerre de religion, bien avant la guerre de religion entre protestants et catholiques. Or, c'est une notion, Pierre, qui ne vous est pas totalement étrangère. Vous n'êtes pas cathare, mais vous êtes protestant, et en fait, vous êtes à l'origine venu de France, pas très loin de ces mêmes endroits, au moment de la révocation de l'édit de Nantes. Enfin, vos ancêtres. Mes ancêtres, exactement, oui, ma famille. D'ailleurs, je ne suis moi-même plus protestant. Ma famille est protestante, effectivement, mais moi, je ne suis pas du tout pratiquant. D'accord. Voilà. Mais effectivement, eux sont débarqués à Genève il y a très longtemps, hein, bien sûr. On est maintenant ce qu'on appelle une vieille famille genevoise, quand même. Et ce qui veut dire qu'en partant pour le sud-ouest, vous aviez d'une certaine manière l'impression de retourner un peu aux sources, ou pas du tout ? On est parti dans le sud-ouest vraiment pour passer des vacances dans un endroit où une amie de Colette s'était installée et dont elle nous avait parlé en nous disant que vous verrez, c'est magnifique, c'est un très bel endroit. Et quand on y est débarqué, effectivement, on a eu un coup de foudre pour cet endroit, pour Cordes, pour les environs, et particulièrement pour des terres avec un petit lac au milieu, où d'ailleurs toute la troupe a eu l'occasion d'aller se baigner, faire la fête, se recueillir, enfin plein de choses dont parlait tout à l'heure Vincent Gopet. Voilà, exactement, oui, tout à fait. Vous avez l'impression d'être dans un pays qui a tout de même une histoire particulière. C'est non seulement le sud-ouest, c'est-à-dire l'Occitanie, une langue qui n'est d'ailleurs finalement pas très lointaine des langages comme le savoyard ou le valaisan, enfin une langue d'oc, mais c'est aussi le pays cathare, le pays de toute une rébellion contre la France centralisatrice. Vous le sentez quand vous êtes là-bas ? Moi, je trouve les Templiers, les Cathares, il y a plein de mystères autour de ça, et il y a des bâtisses dans ce coin, dans le Tarn, il y a des bâtisses partout, des vieilles bâtisses, des vieux châteaux. Il y a quelque chose, c'est vrai. On sent une spiritualité, ça c'est sûr. Ouais. Alors parmi ceux qui sont intéressés à cette spiritualité, il y a cet ami qu'on vous a présenté tout à l'heure, qui est l'un de vos amis, qui est Jean-Gabriel Jodin. Alors c'est un bon copain, et alors lui, l'histoire des Cathares, ça l'intéresse. Ah, particulièrement. Cordes n'a pas connu du tout la croisade lancée contre les Cathares du Midi. Cordes n'existait pas à l'époque. Cordes a été construite après la mort du chef de la croisade en 1222 et a servi en somme de refuge à toute une population cathare ou semi-cathare ou favorable au catharisme, qui était sans feu, sans toit, par la suite des exactions des barons de la France. Parce qu'ici, nous n'étions pas en France à l'époque. Cordes a été la dernière ville de l'Albigeois à faire sa soumission à l'église de Rome, en 1321. La dernière ville de l'Albigeois, c'est quand même important, je trouve. Et sur ces belles demeures, il y a des sculptures en haut relief, en ronde bosse, qui ne sont pas des gargouilles, qui ne sont pas des cariatides. C'est un décor sculpté, comme un message. Et il y a une façade en particulier qui est célèbre pour la scène de chasse qu'elle représente. Cette maison s'est construite dans les années 1330, 10 ans à peine après la soumission de Cordes. Donc le catharisme dans l'esprit n'est pas disparu. On ne change pas de religion du jour au lendemain. Il faut des générations pour changer de religion. Hein. Donc le catharisme est toujours au fond du cœur, même si on s'est soumis à la puissance papale. Et l'homme qui construit cette maison, en face de l'église qui est en réparation par Rome, il est un descendant d'une vieille famille cathare. Donc lui n'est plus cathare, c'est certain, en 1330, il ne l'est plus. Mais toute sa famille l'a été.
il a eu des tantes, des grands-mères, des arrière-grands-mères qui sont mortes sur le bûcher. Et sur cette façade, il trace une bande dessinée. Une bande dessinée qui rappelle l'Inquisition pourchassant les cathares. Et je trouve ça sublime. Oui, c'est d'autant que ceux qui poursuivent montrent les dents, mais que ceux qui semblent finalement en équilibre sont les poursuivis. Oui, les inquisiteurs, c'était les dominicains. Et ils faisaient eux-mêmes un jeu de mots sur leur nom, Dominicanes, les chiens du Seigneur. Donc on voit bien les chiens du Seigneur efflanqués, rageants, poursuivant le sanglier qui représente la spiritualité, poursuivant le cerf qui représente le Christ, mais le vrai Christ, celui que les cathares reconnaissaient comme le messager, non pas venu se sacrifier, mais venu transmettre la parole. Voilà, le décor est à peu près planté. Vous vous y reconnaissez à travers ces deux reportages Corday? Complètement, oui. Ce que dit Jean-Gabriel, c'est effectivement ce qui nous a particulièrement touchés, intéressés quand on a découvert Cordes. Et puis, bon, il y avait l'idée aussi qu'on allait vers le sud et que aller vers le sud, c'est se rapprocher de l'autre moitié de mes origines, puisque tout à l'heure, on parlait de protestantisme. J'ai été effectivement élevé dans le protestantisme et le calvinisme, je dirais même, genevois, avec mon grand-père, mes grands-parents étaient des gens très calvinistes et très stricts sur ce plan-là. Et puis, de l'autre côté, mon père a épousé une Espagnole et donc j'ai beaucoup vécu en Espagne. Je suis allé très souvent en Espagne et ma grand-mère espagnole était andalouse et elle dansait le flamenco de manière magnifique. Elle avait des cheveux à 65 ans sur lesquels elle s'asseyait. Elle en avait, elle? Elle était superbe. Elle en avait, elle, oui, absolument. Ouais. Et du coup, voilà, aller vers le sud, c'était aussi se rapprocher de ces origines-là. Vous parlez là de vos origines espagnoles. On pourrait peut-être un instant revenir tout de même sur le chemin de la famille Nicole à Genève. Enfin, vous disiez une vieille famille genevoise. Votre grand-père avait fondé le journal La Suisse? Absolument, oui. Mon grand-père était l'éditeur du journal La Suisse. Mon grand-père était un entrepreneur, un homme exceptionnel avec lequel j'ai eu des relations magnifiques. C'est pratiquement lui, au fond, qui a fait une grande partie de mon admiration, de mon éducation, je voulais dire, parce que justement, je l'admirais tellement que j'avais envie de lui ressembler, de me rapprocher de lui. Et votre papa a été longtemps le directeur de l'Office du tourisme de Genève, et c'est à lui qu'on doit la première grande évolution des fêtes de Genève. Absolument, oui. Grâce à mon père, donc, effectivement, j'ai connu la fête, et puis beaucoup de manifestations culturelles, parce qu'il a organisé les Semaines de la Rose, où j'ai découvert Jean Vilar et le Prince de Hambourg, j'ai découvert la Comédie Française, où j'ai découvert les ballets de l'Opéra de Paris, où j'ai découvert des opéras absolument somptueux, et ouais, cette mise en contact depuis très jeune, depuis môme, avec ces manifestations culturelles, ça m'a probablement donné des envies. Alors voilà pour les deux entreprises de la famille Nicole successives, le journal La Suisse d'abord, ensuite Genève, les fêtes de Genève, et vous, votre entreprise, on l'a dit, elle est quelque part au cœur du pays cathare. L'entreprise, c'est un théâtre, votre théâtre, le théâtre du Colombier. Je vous propose que maintenant nous complétions la visite. En disant tout de suite que la particularité, c'est que la porte arrière, c'est non seulement la porte qui permet de faire entrer les décors, mais c'est aussi une porte qui reste ouverte pendant les spectacles, ce qui veut dire qu'en fait le fond de scène, c'est un jardin avec un arbre véritable et aussi quelques arbres accessoires grâce à la décoratrice que nous vous présenterons dans un instant. Et puis maintenant, rendez-vous avec Muriel pour des raisons de travail. Journaliste culturel qui est même pas foutu de connaître la Ouais, il a qu'à s'acheter le bouquin. Équipe en permanence ici. L'équipe en permanence, l'indispensable Muriel, qui est là depuis maintenant 18 mois, 1 an et demi, ouais, c'est ça. Et que nous avons rencontrée parce qu'elle était en train de faire un stage de formation à l'Atanor d'Albi. Mais les comédiens, eux, sont plutôt suisses. Cette année, oui. Cette année, on a une majorité de Suisses. On a une petite distribution, donc 6 comédiens avec moi-même, puisque cette année, en plus de la mise en scène, je joue un personnage. Et donc, sur les 5 jeunes comédiens que j'ai engagés pour cette distribution, il y a 4 Suisses et une Française, oui.
Mais le reste du temps, le théâtre est ouvert aussi à des troupes françaises, occitanes, du sud-ouest, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. On va de plus en plus à la rencontre des compagnies, soit qui sont dans la région de Toulouse, soit même dans la région de Castres, Mazamet, et on va voir leur spectacle parce qu'effectivement on se fait quand même un poids d'honneur de ne pas présenter ici un spectacle qu'on n'a pas vu avant et qu'on n'a pas choisi. Donc maintenant, petit à petit, on commence à rencontrer toutes les compagnies d'ici et on doit dire qu'il y en a quelques-unes qui sont vraiment de très bonne qualité, avec lesquelles on a beaucoup de plaisir à collaborer. Oui, c'est dire que ce théâtre du Colombier à cordes sur ciel, dans le Tarn, au fin fond du pays cathare, est en train de devenir une espèce de centre de rencontre, de centre culturel, de lieu de rencontre théâtrale, et ça va sans doute se poursuivre. En tout cas, pour la région, ça a été un point important. Une région qui est belle, très belle, qui a, on l'a vu tout à l'heure, une histoire, qui a des artistes, mais qui n'avaient pas jusqu'à présent, en tout cas à demeure, des comédiens ni de théâtre. Il y a donc une espèce de conjonction que nous confirme justement Jean-Gabriel Jonin, qui est artiste peintre, on l'a dit, mais qui est aussi conseiller municipal à Cordes. Attaché culturel. Cordeville, ville des artistes, cité des artistes, et puis en face de nous la campagne, et dans cette campagne le théâtre de Pierre Nicole. Sa venue ici pour les gens de Cordes et de la région, ça représentait quoi? On avait l'intention à la municipalité de créer un théâtre de verdure. Et puis Pierre Nicole est arrivé, et il a voulu créer son propre théâtre, et les investissements de privé sont toujours les bienvenus. Et le théâtre qu'il a construit est tellement complet, tellement moderne, qu'il est forcément le bienvenu. Et les rapports humains et artistiques existent? Ah oui, oui, absolument. Nous sommes tout à fait favorables à l'extension et au développement de ce théâtre. Les Cordais s'y rendent? Ah, les Cordais s'y rendent, oui, absolument, oui. Il n'y avait pas vraiment de tradition du théâtre ici, c'est une découverte, c'est une pièce rapportée, c'est quoi finalement? Il n'y avait pas de tradition, mais il y a eu des traces. Il y a eu des traces dans les années 50, 60. Il y a eu des stages d'art dramatique ici, dirigés par Sylvia Montfort. Et c'est pour ces stages d'art dramatique qu'Albert Camus a eu l'occasion de passer à Cordes et de séjourner un moment. Donc ces traces de théâtre qui avaient enthousiasmé la population étaient demeurées, et en somme, il nous manquait une suite. Et Pierre Nicole est arrivé juste pour la réaliser. Oui, Pierre Nicole et Colette. Colette a un texte de Camus, justement écrit à Cordes, c'était en 1954. Je vais me permettre de vous le lire in extenso, parce que je crois que pour vous, plus encore que pour d'autres, il a une forte signification, une forte profondeur. Voilà ce qu'il écrivait, Camus. On voyage pendant des années sans trop savoir ce que l'on cherche. On erre dans le bruit, empêtré de désir ou de repentir, et l'on parvient soudain dans un de ces 2 ou 3 lieux qui attendent chacun de nous en ce monde. On y parvient, et le cœur enfin se tait, on découvre qu'on est arrivé. Le voyageur qui, de la terrasse de Cordes, regarde la nuit d'été, c'est ainsi qu'il n'a pas besoin d'aller plus loin, et que s'il le veut, la beauté ici, jour après jour, l'enlèvera à toute solitude. Alors c'est le lieu que vous avez trouvé avec Pierre, c'est le lieu dans lequel vous avez commencé à vous réaliser aussi professionnellement, artistiquement à travers ce théâtre. Et là, patatras, tout a failli s'arrêter. Oui, beaucoup de choses auraient pu s'arrêter, mais fort heureusement, j'ai un mari exceptionnel qui m'entoure beaucoup, un médecin exceptionnel aussi, et puis quelque part une forme de naïveté, j'imagine, qui me dit, comme elle l'a dit à une autre personne qui est là, juste en face de moi, qu'on s'en tire toujours, que ça s'appelle cancer ou autre chose. Je dis pas qu'il suffit de le vouloir, mais ça compte beaucoup. Et l'entourage affectif et médical est énorme. Et pour ça, je rends grâce à mon cher Pierre qui est formidable. Il m'a jamais abandonné. Et donc voilà, c'est bien comme ça.
Bah, il faut dire qu'on était partis, oui, c'est vrai, on était partis ensemble dans cette aventure superbe. Et puis Colette y mettait tout son cœur, et non seulement tout son cœur, mais tout son travail. Et elle était omniprésente, puisqu'au départ, elle faisait tout, l'administration, elle s'occupait de la réception, de l'accueil, elle faisait absolument tout, absolument. Et c'est vrai que le premier été où les choses ont démarré et le public venait, c'était le bonheur pour nous tous. Et voilà quoi, le drame a eu lieu en même temps que les choses étaient à l'apogée aussi du bonheur, quoi. Donc quelque part, le bonheur a pris le pas sur le drame, et puis on a pu comme ça. Moi, je refuse complètement l'idée de drame. J'ai envie de dire que un drame pour moi, on fait que le bateau, comme le bateau, on traverse les grandes eaux, et puis il y a toujours un moment où on arrive à la côte, hein, tôt ou tard. Donc voilà, alors il y a les moments durs, et puis il y a les moments moins durs, et puis il y a l'affection et l'énergie de tous les gens qui m'entourent, donc voilà, c'est bien comme ça. Et pour vous, vous avez eu l'impression à un moment que le théâtre vous échappait, le fait de voir que des activités qui étaient précédemment les vôtres étaient, ou des rôles, je dirais rôles au sens de la responsabilité, étaient tout à coup ceux d'autrui. Oui, c'est-à-dire que c'était une double retraite. Il y avait le fait que j'avais quitté la télévision pour des raisons de maladie, et puis je pensais que je pouvais repartir sur le théâtre, et je me suis rendu compte très vite que c'était pas du tout raisonnable. J'étais pas capable, je veux dire, c'est un métier que je connaissais absolument pas. Donc au début j'aidais le mieux que je pouvais, et puis de récidive en récidive, c'était de plus en plus difficile. Alors maintenant, j'ai décidé que je faisais Madame Récamier, et puis que je restais dans mon fauteuil quand j'étais fatiguée. Et puis si je pouvais aider, je le faisais volontiers. Ouais. Mais au-delà, pas au-delà de mes forces, je veux dire ma vie avant tout. Mais c'est une belle expérience, Alex. Très très belle expérience. La mort est pas loin. Mais sans ça, jamais j'aurais pu comprendre ce que c'était que les relations humaines, ce que c'était que la générosité des gens. Tout ça, j'aurais pas su. Le prix est cher, c'est vrai, mais ça vaut la peine. Je suis sûre que ça vaut la peine. Je crois qu'on va méditer ces quelques mots en silence, en disant qu'une deuxième fois pour vous, le rideau se lève, et il va se lever plus lentement. On va revoir ce rideau qu'on a vu se lever tout à l'heure, au ralenti, dans un ralenti absolu. C'est un très beau mouvement, c'est la réouverture vers la vie, c'est aussi le début du spectacle, mais pensons que c'est en même temps la conclusion de ce que vous venez de dire et le début d'une nouvelle aventure. Voilà ce rideau. Waouh, c'est vrai que c'est super. Ouais. Ah ouais, c'est sublime, cet envol comme ça. Voilà. Si on pouvait l'ouvrir au ralenti comme ça. Alors, quelle est l'histoire de ce rideau? Qui a eu cette idée? L'idée, c'était au départ que j'avais demandé à la décoratrice, donc à la scénographe Valérie, qui se trouve avec nous. Valérie, bonjour. Là, oui, qui était ma complice pour le décor et les costumes. Je lui avais demandé, comme la pièce démarre sur une scène qu'on prend en cours de route en fait. La scène a déjà commencé et on arrive en plein milieu de la scène. Je lui avais demandé qu'on conçoive une ouverture de rideau extrêmement rapide, comme un éclair, quoi. Et puis j'avais entendu parler déjà, je crois même que j'en avais vu, je crois même que j'avais déjà vu ça une fois, quelque part. Et bon, j'ai un neveu en plus qui fait de la mise en scène d'opéra et de théâtre, et qui lui est scénographe aussi. Je lui avais posé des questions, je lui ai demandé si... Alors il m'avait parlé de tissu très léger, il m'avait parlé de soie et de choses comme ça. Et voilà, et à partir de là, avec Valérie, on s'est adressé à notre technicien, à notre machiniste, qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui, et précisément parce qu'il est en train de réinstaller ce rideau à Pitoef, et à Genève, au théâtre Pitoef, et que là, comme le parcours est plus long pour le rideau, il a été obligé de doubler le poids des contrepoids qui arrachent ce rideau. Et les poulies qu'on avait conçues pour ce travail, elles ont cédé au bout de la troisième ouverture, donc on a été obligé de changer les poulies. Donc il passe sa journée aujourd'hui, et on le salue, il passe sa journée aujourd'hui à restaurer ses poulies. Et, voilà. Le rideau se lève ou s'arrache à quelle heure ce soir? Alors le rideau s'arrache ce soir à 20h30 précis. 20h30 ce soir, Théâtre Pitoef. À Genève, oui, après
après le Colombier, où là, on avait un public d'une ouverture magnifique, un public qui est pas un public habitué du théâtre. Enfin, il y a des deux, mais il y a une grande majorité de publics qui sont des publics qui prennent le théâtre un peu comme une fête, un cadeau. Et donc, on a eu ce public-là et ce contact avec ce public-là tous les jours pendant les représentations et après les représentations. Et puis là, on appréhende un peu parce que on sait que le public genevois, le public des grandes villes, c'est un public qui est un peu gâté, quoi, qui a un peu chichiteux. Voilà, quelquefois, pas toujours, pas tous, mais disons que il y a quand même le fait que c'est un public qui est extrêmement sollicité, qui est abreuvé, qui a un choix immense. Ouais. Et donc, oui, il est un peu plus blasé, peut-être. Ce qu'on peut dire, et on va le montrer en image, hein, c'est la même affiche, mais regardez, ceci, c'est la première page d'un magazine culturel du département du Tarn, dans le sud-ouest, et vous êtes donc en première page, en couverture avec ce spectacle. C'est dire qu'en fait, il a marqué la région, et que pour la région, là-bas en tout cas, c'est important. Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr que là-bas on fait l'événement maintenant, on s'y attendait pas, mais maintenant on fait vraiment l'événement. Et quand on arrive, d'abord tout le village voit débarquer les comédiens et c'est vraiment comme le cirque. Quand le cirque arrive dans une ville, tout le monde est au courant. Ben là c'est la même chose. Les gens nous attendent, après ils sont ravis d'entrer en contact avec nous. Après on fait connaissance de tous les bistrots. Il y a le bistrot où on va manger, il y a le bistrot où on va faire la fête, il y a les commerçants, il y a les artistes et artisans qu'on rencontre, donc tout ça fait partie de la vie sur place. J'ai eu l'impression que certains comédiens d'ailleurs connaissaient leur bistrot avant de connaître leur texte. Je crois pas. Je crois pas. Non, en même temps, synchrone. Ouais, synchrone. Voilà, d'ailleurs. Pour paraphraser quelqu'un de bien connu, on ne dit pas ils sont fous, c'est romain à cordes. On dit ils sont fous, c'est suisse. C'est vrai. On considère que vous êtes de grands aventuriers. Voilà. Vous avez ce sentiment aussi vous-même? Ouais. Au début, oui. Maintenant, un peu moins quand même. Bon, je vais poser la question aux deux comédiens que je n'ai pas interrogés tout à l'heure. Valérie, vous, c'était la première fois que vous alliez. Nathalie. Valérie, excusez-moi. Nathalie Boulin. En plus, pourquoi je dis Valérie? Je me trompe totalement. Nathalie, j'y arriverai. Nathalie, c'était la première fois. L'impression de la découverte de ce théâtre? Oui, et de la région. Ouais. Impression pour vous? C'est un lieu magnifique, c'est une région magnifique, il y a des gens super là-bas. Et voilà, c'était très agréable. Pour moi. Et l'apprentissage, je dirais pas l'apprentissage, vous êtes une comédienne professionnelle, mais le fait d'apprendre une pièce dans un lieu à l'écart de tout, presque de tout, c'est différent? Oui, parce qu'on est là pour ça en fait, et on y vit aussi, donc il y a quelque chose de différent. Du fait qu'on est tous ensemble, on habite ensemble, on mange ensemble, on vit ensemble en même temps qu'on travaille ensemble, donc il y a une différence, c'est clair, quoi. Vincent Cérès, impression? Moi, c'est la deuxième fois que j'ai eu la chance de vivre cette expérience, parce qu'il y a 2 ans, Pierre m'avait déjà engagé pour jouer un rôle dans la première production du Colombier. Donc moi, j'y retournais avec beaucoup de plaisir, parce que j'aime beaucoup cette vie en communautaire, cette vie communautaire en fait, cette vie en communauté. J'ai moi-même vécu en communauté quand j'étais gamin. Et c'est un truc que j'ai retrouvé grâce au théâtre là, il y a 2 ans et aussi cette année. Et en de plus, vivre ensemble. Cette année, Vincent avait une responsabilité particulière puisqu'il était mon assistant pour la mise en scène et qu'il avait en charge effectivement pas mal de choses et entre autres l'organisation du travail et la cohésion de l'équipe, quoi. Et qui choisit le répertoire? C'est vous, Pierre? Oui. Alors, Marivaux, avant Marivaux, il y a eu 2 autres pièces, 2 autres créations. Voilà, oui, la première année, c'était Harlequin, serviteur de 2 maîtres, Commedia dell'arte, dont faisait partie Vincent aussi, oui. L'année passée, c'était Beaumont et Fletcher, des Élisabétains, contemporains de Shakespeare, qui ont écrit une pièce qui s'appelle Le chevalier au pilon flamboyant, la célèbre histoire du chevalier au pilon flamboyant, qui nous paraissait particulièrement adaptée pour la région de Cordes. Voilà, exactement. Où effectivement les histoires de chevaliers du Moyen-Âge, ils connaissent bien. Et puis cette année, Marivaux. Cette année, Marivaux, si vous me demandez classique d'une certaine manière. Classique, oui, souvent, oui. Pour le moment, on est effectivement dans le classique, oui. C'est vrai que le théâtre moderne, le théâtre contemporain,
m'intéresse, mais c'est vrai que j'ai de la peine à trouver une pièce qui me paraisse suffisamment festive pour être montée l'été. Enfin, pour le moment... Alors, bref exposé, puisqu'on va entrer dans Marivaux maintenant, ce sont toutes les questions que se posent hommes et femmes sur le mariage, sur le choix de l'heureux élu, et finalement, pour en avoir le cœur net, chacun de son côté va se travestir, ce qui veut dire que celui qui se sait le maître, mais qui est déguisé en servant, va rencontrer quelqu'un qu'il croit être la servante et qui est en fait la maîtresse. Enfin, je simplifie, mais c'est à peu près ça. Et c'est exposé cette curiosité, cette inquiétude à l'idée qu'on va rencontrer l'homme de sa vie. Il est, dès le premier acte, présenté par Marivaux, et on va retrouver là, en fait, Delphine et Nathalie. Je ne m'ennuie pas d'être fille. Cela est encore tout neuf. Il n'est pas nécessaire que mon père croie me faire tant de plaisir en me mariant. Parce que cela le fait agir avec une confiance qui ne servira peut-être de rien. Quoi? Vous n'épouserez pas celui qui vous destine? Que sais-je? Peut-être ne me conviendra-t-il point. Cela m'inquiète. On dit que votre futur est un des plus honnêtes hommes du monde. Qu'il est bien fait, aimable, de bonne mine. Qu'on ne peut pas avoir plus d'esprit. Qu'on ne saurait être d'un meilleur caractère. Que voulez-vous de plus? Peut-on se figurer de mariage plus doux, d'union plus délicieuse? Délicieuse! Tu es folle avec les expressions. Ma foi, madame, c'est qu'il est heureux qu'un amant de cette espèce-là veuille se marier dans les femmes. Alors, voilà pour l'exposé. Je vais vous présenter tout de même, j'allais dire, le couple vedette, où vous le représentez, parce qu'en fait, il y a deux couples. Vous qui êtes Vincent, qui êtes Dorante, vous Delphine, qui êtes Sylvia. Dans la pièce, très vite, vous avez changé de rôle. Vous êtes le serviteur. Et il est Sylvia. Non, ne me faites pas dire tout ça. Mais disons que du rôle de fille de bonne famille, vous devenez la servante, et vous, de fils de bonne famille, vous devenez le serviteur. Mais chacun des deux ne sait pas que c'est aussi le cas de l'autre. Ce qui n'empêche pas de se compter un peu fleurette et de le faire avec une certaine classe, puisque c'est celle qui appartient à votre classe, justement. Et ça donne quoi, tout ça? Puisque nous sommes dans le style amical et que nous avons abjuré les façons, dis-moi, Lisette, ta maîtresse te vaut-elle? Elle est bien hardie d'oser avoir une femme de chambre comme toi. Bourguignon, cette question-là m'annonce que, suivant la coutume, tu arrives avec l'intention de me dire des douceurs. N'est-il pas vrai? Ma foi, je n'étais pas venu dans ce dessin-là, je te l'avoue. Tout valet que je suis, je n'ai jamais eu de grande liaison avec les soubrettes. Je n'aime pas l'esprit domestique. Mais à ton égard, c'est une autre affaire. Comment donc tu me soumets. Je suis presque timide. Ma familiarité n'oserait s'apprivoiser avec toi. J'ai toujours envie d'ôter mon chapeau de dessus ma tête. Et quand je te tutoie, il me semble que je jure. Enfin, j'ai un penchant à te traiter avec des respects qui te feraient rire. Quelle espèce de suivante es-tu donc avec ton air de princesse? Tiens, tout ce que tu dis avoir senti en me voyant est précisément l'histoire de tous les valets qui m'ont vu. Ma foi, je ne serais pas surpris quand ce serait aussi l'histoire de tous les maîtres. Le trait est joli, assurément. Je te le répète encore, je ne suis pas faite aux cajoleries de ceux dont la garde-robe ressemble à la tienne. Tu veux dire que ma parure ne te plaît pas? Non, Bourguignon. Laissons-la l'amour. Soyons bons amis. Rien que cela. Ton petit traité n'est composé que de 2 clauses impossibles. Quel homme pour un valet? Il faut pourtant qu'il s'exécute. On m'a prédit que je n'épouserais jamais qu'un homme de condition. Et j'ai juré depuis de n'en écouter jamais d'autre. Parbleu, cela est plaisant. Ce que tu as juré pour homme, je l'ai juré pour femme, moi. J'ai fait serment de n'aimer sérieusement qu'une fille de condition. Ne t'écarte donc pas de ton projet. Je ne m'en écarte peut-être pas tant que nous le croyons. Tu m'as l'air bien distingué. Et l'on est quelquefois de condition, sans le savoir. Je te remercierais de ton éloge si ma mère n'en faisait pas les frais. Eh bien, venge-t'en sur la mienne si tu me trouves assez bonne mine pour cela. Il le mériterait.
Merci à vous deux. J'imagine que ce n'est pas facile. D'abord parce qu'on est sur un bateau qui tangue. Ensuite parce que vous n'êtes pas en costume. Vous-même, Pierre, avez fait un choix d'époque, non pas l'époque de Marivaux, mais les années 1920-1930. En tout cas pas, pas cette tenue 2002. Non, mais ça lui va. Ce chapeau lui va très bien. Et finalement, je trouve que on peut très bien écouter ce texte et l'entendre très très bien, même si ils n'ont pas de costume. Et je trouve que cette complicité qu'ils ont trouvée, elle n'a pas besoin de costume. Ça existe très bien comme ça aussi. Moi, c'est ça que je trouve formidable dans le travail de toute cette équipe de comédiens que j'ai réunis. Parce que finalement, pour moi, la mise en scène, c'est avant tout le choix des gens avec lesquels on va travailler. Et tous ces comédiens que j'ai réunis là, quand je les vois travailler, ça me fait du bien, ça me bonifie. J'ai eu un plaisir immense à les voir bosser et à me coltiner avec eux aussi, parce que ça n'a pas été tous les jours facile, mais ça a été une belle histoire. Vous a beaucoup tyrannisé en fait. C'est vrai, il fallait. Bon. Alors on va finir par connaître la vérité. Le spectateur, j'allais dire, le téléspectateur, le spectateur de la pièce de Marivaux va finir par connaître la réalité, la vérité. Ouais. Alors l'un des comédiens aujourd'hui ne peut pas être avec nous. Pourquoi Parce qu'il travaille ailleurs, mais tant pis pour lui, hein, ça, effectivement. Il joue en ce moment. Oui. Voilà. Alors en fait, c'est Arlequin. Ce que tu veux quand tu engages des vedettes. Et Arlequin et Nathalie se donnent la réplique pour s'avouer l'un à l'autre qu'ils ne sont pas qui ils devraient être. Arlequin et Lisette, donc. Et Lisette, dans la pièce, c'est vrai. Et je vous propose qu'on les retrouve sur la scène du Théâtre du Colombier, à Corde sur Ciel. Madame, votre amour est-il d'une constitution robuste? Soutiendra-t-il bien la fatigue que je vais lui donner? Un mauvais gîte lui fait-il peur? Je vais le loger petitement. Tirez-moi d'inquiétude. En un mot, qui êtes-vous? Je suis... N'avez-vous jamais vu de fausse monnaie? Savez-vous ce que c'est qu'un louis d'or faux? Eh bien, je ressemble assez à cela. Je vais donc. Quel est votre nom? Mon nom? Lui dirais-je que je m'appelle Arlequin? Non, ça rime trop avec coquin. Eh bien... Oh, dame, il y a peu à tirer ici. Haïssez-vous la qualité du soldat? Appelez-vous un soldat? Oui, par exemple, un soldat d'antichambre. Un soldat d'antichambre. Ce n'est donc point Dorante à qui je parle enfin? C'est lui qui est mon capitaine. Je n'ai pu éviter la rime. Voyez ce magot! Tenez! Je dis que le but que je fais là... Il y a une heure que je lui demande grâce et que je m'épuise en humilité pour cet animal-là! Oh, madame, si vous préfériez l'amour à la gloire, je vous ferais bien autant de profit qu'un monsieur. Je ne saurais pourtant m'empêcher d'en rire avec sa gloire. Et il n'y a plus que ce parti-là à prendre. Va, ma gloire te pardonne. Elle est de bonne composition. Tout de bon, charitable dame. Oh, que mon amour vous promet de reconnaissance. Touche-la, Arlequin. Je suis prise pour dupe. Le soldat d'antichambre de monsieur vaut bien la coiffeuse de madame. La coiffeuse de madame. C'est mon capitaine. Le cuval. Mal. Prends ta revanche. Vous voyez cette margotte avec qui depuis une heure j'entre en confusion de ma misère. Venons au fait. M'aimes-tu? Oh, pardi, oui. En changeant de nom, tu n'as pas changé le visage. Et souviens-toi que nous nous sommes promis fidélité en dépit de toutes les fautes d'orthographe. Va, le mal n'est pas grand. Dorian Rossel était Arlequin, et puis ça va aller très vite. Après cette première découverte, il va y avoir la découverte de votre vérité à vous. Alors je ne vais pas vous imposer de nous redonner la réplique comme ça sur le bateau. On va vous retrouver vous aussi. Vous voulez qu'on refasse le grand baiser. Voilà. Alors si vous voulez. Parce que si vous voulez. Il dure 3 minutes. Hein. Voilà, c'est un des plus longs baisers du théâtre français. Voilà. Et je vous propose in extenso ce grand baiser. Malgré la colère d'un père, malgré votre fortune. Mon père me pardonnera dès qu'il vous aura vu. Ma fortune nous suffit à tous deux et le mérite vaut bien la naissance. Ne disputons plus car je ne changerai jamais. Il ne changera jamais.
Savez-vous bien que vous me charmez d'honte? Ne gênez donc plus votre tendresse et laissez-la répondre. Enfin, j'en suis venue à bout. Vous ne changerez jamais. Non, ma chère Lisette. Pas un baiser de cinéma, c'est clair. On voit que c'est pas un baiser de cinéma, on voit que c'est un baiser de théâtre, c'est un baiser théâtralisé. On voit l'artifice de théâtre parce que, alors Delphine nous avait raconté que elle a travaillé à l'opéra, Delphine, et elle était face à un chanteur russe, et le chanteur lui a dit t'inquiète pas, on va faire un baiser là. Et donc le chanteur est dos au public et elle est face comme ça. Puis il lui fait comme ça et donc sa bouche était au moins à ça. Hein. Ouais, bien. Puis il fait comme ça. Et tout le monde derrière croit que c'est un vrai baiser. Et on se dit, mais Ça m'a beaucoup plu, ça. Donc ce qui vous plaît, c'est les baisers à 10 cm. Ouais, les faux baisers comme ça, c'est Ouais. très surprenant. Bon, bah écoutez, on va vous laisser continuer la répétition. J'espère que vous êtes prêtes pour ce soir. Nous sommes quasiment prêts à nous séparer. Donc, jusqu'au 29 septembre, salle Peter F. à Genève, à toute la troupe. Hein, le théâtre du Colombier de Cordes-sur-Ciel et toute la troupe, monsieur, madame. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la région est belle et que donc, l'été prochain, vous pourrez aussi aller voir une nouvelle création. Vous savez déjà laquelle? Non. J'en ai plusieurs en tête. On tâchera de vous le dire en temps utile. Moi, je vous propose simplement que nous nous séparions. Je vous remercie d'avoir été avec nous et que nous nous séparions avec la dernière scène, la scène du final, le moment où vous, Monsieur Orgon, vous allez devenir photographe des années 1930 pour saisir sur la pellicule ce grand moment, le moment des doubles épousailles, des deux maîtres et des deux valets. C'est dans Marivaux. Monsieur, madame, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. Madame, vous avez perdu votre rang, mais vous n'êtes point à plaindre, puisqu'à le cœur vous reste. Belle consolation. Il n'y a que toi qui gagnasse là. Je n'y pleure pas. Avant notre connaissance, votre dot valait mieux que vous. À présent, vous valez mieux que votre dot. Alors, saute là.